Bonjour à tous. Il est indéniable que dans notre société, le travail occupe une place fondamentale. Les hommes souhaitent travailler, du moins la plupart d'entre eux, et le fait d'être éloigné du travail empêche l'émancipation, il est synonyme d'ennui, voire de mal-être pour certains. Néanmoins, force est de constater que de plus en plus de personnes sont éloignées du travail, que ce soit en France, en Polynésie française ou ailleurs. C'est un fait qui plus est loin d'épargner les personnes incarcérées. Ces dernières, placées dans un milieu particulier du fait de la privation de leur liberté, méritent notre attention particulière. Selon l'article 131 du Code pénal, je cite, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Cette fonction réinsertion passe notamment par le travail qui permet à la personne détenue de pouvoir devenir autonome, de prendre ses responsabilités et de pourvoir à sa subsistance. Mais quid du régime juridique encadrant le travail carcéral? Intramuros, il existe principalement trois formes de travail. Le service général qui consiste pour le détenu à effectuer des travaux d'entretien des locaux de la prison et des tâches liées au fonctionnement de l'établissement. Il est également possible pour la personne détenue de travailler dans le cadre de la production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée. Ce qu'on appelait régie industrielle des établissements pénitentiaires est désormais absorbé par le service de l'emploi pénitentiaire de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, ATIGIP, qui gère justement les ateliers de production proposés aux détenus. Il est également prévu pour que les personnes détenues puissent travailler pour leur propre compte ou pour celui d'une association. Mais si l'on devait qualifier le cadre juridique actuel du travail en détention, c'est-à-dire applicable jusqu'au 1er mai 2022, on pourrait dire que celui-ci est effectivement limité. D'une part, limité par l'ineffectivité du droit au travail et d'autre part, en raison de l'absence de droit du travail en prison. Depuis la loi du 22 juin 1987, le travail carcéral n'est plus obligatoire. C'est alors sur la base du volontariat que la personne détenue peut travailler et pour cela, elle doit en faire la demande. Ce droit au travail pour le détenu n'est néanmoins qu'une obligation de moyens pour l'administration pénitentiaire puisque le Code de procédure pénale dispose que le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Les possibilités d'accès à un emploi dépendent dès lors de la volonté et des moyens de l'administration, mais aussi du contexte économique. Or, bien qu'elle s'efforce de le faire, l'administration peine à procurer du travail aux détenus et aujourd'hui, seulement 29% d'entre eux ont accès à un travail contre 50% dans les années 2000. Le droit au travail est également ineffectif car, comme le relève le professeur Schmitt, si une décision de déclassement d'emploi peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ou des décisions de classement, alors même que le juge administratif considère que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus, mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Lorsque la personne détenue fait l'objet d'une décision de classement, le classement étant entendu comme la sélection d'une personne détenue pour un emploi pénitentiaire, un acte d'engagement est signé entre le chef d'établissement et le détenu. Évolution permise par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l'acte d'engagement n'est pas pour autant un contrat de travail, avec les droits y afférents. En effet, bien que ce ne soit pas une exigence constitutionnelle, il n'en demeure pas moins que l'absence de contrat de travail entrave la réinsertion de la personne détenue et donc sa dignité. Notamment, le fait que le travail pénitentiaire relève en grande partie du régime dérogatoire au droit commun porte atteinte à la dignité humaine. La décision de classement prise par la commission pluridisciplinaire unique intervient sans que le détenu puisse soutenir sa candidature et aucun entretien d'embauche n'est possible. Pourtant, les règles pénitentiaires européennes préconisent que
l'organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale. C'est également ce que prévoit le Code de procédure pénale en son article D433. Tous deux recherchent en effet un rapprochement entre le dedans et le dehors. En pratique, le travail proposé est loin de répondre aux attentes. Malgré certaines exceptions, les activités de travail correspondent majoritairement à du façonnage. Les postes proposés sont insuffisants et se rapportent le plus largement au service général. Ceci est en partie lié à l'image du travail en prison. En effet, les entreprises n'ont pas toujours connaissance de la possibilité d'employer en prison, ou en tout cas, elles en sont très réticentes. Bien qu'il constitue un des apports les plus marquants de la loi pénitentiaire de 2009, le principe de rémunération horaire minimale n'est point respecté. La loi a en effet instauré un taux horaire indexé sur le SMIC qui varie selon le rythme et le type de poste occupé. 20%, 25% ou 33% pour le service général et 45% du SMIC pour les activités de production. Les rémunérations réellement perçues sont toutefois en deçà de ces seuils et il s'avère qu'en matière de production persiste le paiement à la pièce. En l'état donc, le travail n'a qu'une fonction occupationnelle. Être privé de liberté ne veut pas dire pour autant être privé de droits. Néanmoins, quand il exerce une activité professionnelle, le détenu n'a qu'un accès limité aux droits sociaux. Effectivement, il n'a pas droit, par exemple, aux congés payés, aux indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Il n'a pas de prise en charge non plus en cas de chômage. S'agissant des droits collectifs, ils sont eux aussi absents, alors même que les droits sociaux visent à assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il apparaît dès lors que pour être efficace, le travail pénitentiaire doit pouvoir être valorisant pour la personne détenue et valorisable à l'extérieur. Mais pour cela, il doit être valorisé et développé en prison. Le travail carcéral, facteur de réinsertion, est actuellement peu vecteur de réinsertion et de dignité. Fort heureusement, les choses évoluent et c'est la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui vient donner un nouveau souffle au travail pénitentiaire. Cette réforme tend notamment à rapprocher le cadre juridique du travail carcéral vers le droit commun du travail. Ainsi, à partir du 1er mai 2022, sera mis en place non pas un contrat de travail, mais un contrat d'emploi pénitentiaire sui generis de droit public, à durée soit déterminée ou indéterminée, qui formalisera la relation de travail, responsabilise la personne détenue, tout en lui octroyant davantage de droits. Et tout cela, bien sûr, dans le but d'accroître ses chances de réinsertion. Un contrat donc, avec plus de précision, par exemple sur la durée de la relation de travail et du travail, la période d'essai, la rémunération et les motifs de sa suspension ou de sa fin. À ce contrat d'emploi pénitentiaire est annexée une convention tripartite partageant les obligations entre le détenu, le chef d'établissement et l'opérateur économique lorsque le donneur d'ordre n'est pas l'administration pénitentiaire. Le droit au travail est renforcé puisque la CPU délivrera une sorte d'autorisation à travailler dans un ou plusieurs régimes de travail. Le classement pourra être refusé uniquement pour des motifs de sécurité ou de bon ordre. Et un recours pourra désormais être formé contre un refus de classement motivé. Lorsque le détenu est classé, il pourra candidater sur les postes disponibles et passer des entretiens professionnels avec les donneurs d'ordre. D'ailleurs, la loi de 2021 a élargi la liste des donneurs d'ordre qui peuvent également être une personne morale de droit privé ou des sociétés remplissant certaines conditions précisées par le nouvel article 719-3 du Code de procédure pénale. Cela permet en effet de vivifier l'offre de travail et de favoriser l'engagement des entreprises en prison. Une fois que l'opérateur économique aura fait ses choix, c'est au chef d'établissement qu'il reviendra de procéder à l'affectation puis à la signature du contrat. Il faut souligner que le travail en prison se diversifie puisque les ateliers pénitentiaires deviennent mixtes pour favoriser l'emploi des femmes détenues et les établissements et services d'aide par le travail ESAT
pourront s'implanter en prison afin d'employer les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la réforme fait état d'un renforcement des droits sociaux des détenus, puisque ces derniers bénéficieront entre autres de droits en matière d'assurance vieillesse et chômage à la sortie et d'indemnisation en cas d'accident du travail. Seront mises en place aussi des assurances maladie et maternité. À cet égard, la question se pose de savoir comment la réforme pourra-t-elle s'appliquer en Polynésie française, étant donné que le nouveau contrat touche à des compétences locales et que de nombreux points diffèrent en effet entre la métropole et la Polynésie, puisqu'ici, pas d'immatriculation à la sécurité sociale, mais à la CPS, qui n'est en outre pas encore doté d'un système d'assurance chômage. Localement, il est question de SMIG avec des taux différents du SMIC métropolitain. La monnaie est également différente. Ainsi, des adaptations paraissent nécessaires, d'autant plus qu'il faut tenir compte du contexte économique local. En somme, bien que certaines interrogations subsistent, l'évolution favorable du travail pénitentiaire mise en lumière par les nouvelles dispositions apportées par la réforme de 2021 et inscrites dans le nouveau code pénitentiaire permet d'asseoir davantage l'idée de réinsertion socio-professionnelle et faire du travail en prison également un vecteur de dignité pour les personnes placées sous main de justice. Donc, suite à cette petite présentation du travail en détention, Monsieur Sanfort, merci. Merci. Monsieur Sanfort, pouvez-vous nous parler de votre rôle dans le travail en détention, la formation professionnelle et dans la recherche justement de partenariats extérieurs à Nutania? Là, vous m'entendez? Ah ouais, super. Donc, mon travail au niveau de en officiant l'officier, je suis officier RTF. Je suis responsable de la prison des femmes. Donc, mesdames, si vous venez en prison, vous viendrez dans mon bâtiment. Et aussi, je suis responsable du quartier de semi-liberté. Donc, ça, c'est plutôt pour les hommes. On a mis aussi en place une semi-liberté pour les femmes. Alors, je vous en parle parce que, tout simplement, actuellement, quand on dit la semi-liberté, il y a deux types. Il faut voir d'abord on va revenir un peu sur ce qu'elle a dit. En fait, il y a deux types d'emplois. Il y a l'emploi, l'auxiliariat public, c'est-à-dire que c'est l'administration pénitentiaire qui embauche des détenus. C'est l'administration pénitentiaire qui embauche des détenus pour des travaux d'entretien de la prison. Ensuite, nous avons l'auxiliariat privé. Alors ici, en Polynésie, quand on dit auxiliariat privé, c'est-à-dire pour des entreprises privées qui veulent faire des tâches par les détenus, parce qu'il faut être honnête, c'est moins cher pour eux, parce qu'ils n'ont pas certaines charges à payer, parce que c'est l'administration qui paye. Et il y a aussi l'auxiliariat pour des collectivités territoriales, surtout des communes. Hein. La commune de Faa est un de nos partenaires, ça ne cache pas avec eux. Par contre, la problématique pour les entreprises privées qui interviennent en détention, et c'est pareil en métropole, elles ont souvent tendance à avoir une clause de discrétion, parce que c'est mal vu par le public que certains produits sont faits par des détenus. Ensuite, par rapport à moi, maintenant, mon rôle, au niveau de la détention, normalement, l'officier ATF s'occupe de tout ce qui est recherche de formation, dans le thème de la formation professionnelle, pour la qualification des détenus pour réaliser les tâches pour l'auxiliariat public. Cependant, il y a une réforme au niveau de la travail pénitentiaire et il y a eu un changement de politique de la part de l'ADAP, puisqu'on a voulu augmenter, pour Nutania, hein, pour la Polynésie, on a voulu augmenter le nombre de formations professionnelles et surtout chez les femmes. Donc du coup, à la demande de mon chef d'établissement, je me suis mis à faire de la prospection. Alors moi, je suis arrivé un peu par hasard sur ce poste, mais en fait, je suis ancien chef d'établissement dans l'éducation nationale. J'ai voulu changer de carrière. J'ai été, ceux qui connaissent bien l'éducation, j'ai été CAPAISH option F, c'est-à-dire que je suis maître spécialisé pour les adultes et adolescents en difficulté, et on peut travailler soit dans les SECPA, soit dans les CJA, centres pour jeunes adolescents, c'est-à-dire jusqu'à des personnes allant jusqu'à 21 ans, voire 22 ans. Hein. Donc, du coup, dans les centres pour jeunes adolescents, nous, quand on faisait de la prospection, on réfléchissait pas, on mettait pas en place des formations et après on se demandait, ben voilà, va au niveau du marché du travail et vois ce que tu peux faire avec.
nous, on avait une démarche qui était particulière, c'est-à-dire qu'on voyait avec les employeurs, point, et en fait, on essayait de mettre en place des formations qui permettaient de répondre à ça. Donc, du coup, moi, j'ai appliqué cette démarche à la demande de ma hiérarchie, et du coup, j'ai commencé à les prospecter. Sauf qu'à un moment donné, on tombe là, on est sur de la maison d'arrêt, une maison d'arrêt. Il faut savoir que quand quelqu'un arrive en prison, il passe obligatoirement par Noutania. Que vous soyez marquisien, que vous soyez des Touamoutou, du fin fond des Touamoutou, à un moment donné, vous allez venir. Vous n'allez pas forcément aller à Papéari. Parce qu'à un moment donné, il est possible, il y a des centres de détention à RIATA, il y en a un au Marquise. Donc, à un moment donné, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous passez par Noutania. Donc, du coup, nous, s'est posé aussi la question de savoir, on va faire des formations, mais qu'il y en a une grosse partie des détenus qui viennent des îles. Il a fallu mettre en place des formations qui vont leur servir à eux quand ils rentreront dans leurs îles. Parce que ça ne sert à rien de leur donner une formation bureautique à un endroit où on a l'électricité 3 heures par jour, quoi. À un moment donné, il faut être un peu lucide. Mais c'est ça. Donc, du coup, nous, on a fait une démarche inverse. Donc, pour ça, quand j'ai été prospecté, je me suis rapproché du CEFI, j'ai écrit à tous les services, j'ai appelé tous les services de l'emploi en Polynésie, de la formation professionnelle, y compris le service de l'éducation nationale. Donc, du coup, je me suis rapproché. Le seul qui m'a répondu et qui était vraiment favorable à ça, ça a été le CFPA, le Centre de formation pour adultes. Donc là, on tombe dans la double compétence. Nous, service d'État, avec un détenu qui est à la charge de l'État, médicalement, au niveau des cotisations, au niveau de tout, et un service territorial, c'est-à-dire qui fonctionne sur un budget territorial. Donc, nous, l'État a demandé au territoire de prendre en charge un détenu qui, normalement, est à la charge de l'État. C'était difficilement concevable. En plus, vous savez tous que les collectivités actuellement ont des difficultés financières. Donc, du coup, je me suis rapproché d'abord du directeur du CFPA, qui a tout de suite été sensibilisé à la problématique et qui ensuite on a discuté. On a discuté, il m'a présenté son centre et tout. Et ensuite, après un moment donné, je lui ai parlé du projet. Et donc, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, quels sont les besoins en termes dans les îles? Toi qui es proche du marché de l'emploi, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme formation? Et lui, il m'a dit, ouais, parce qu'il marche bien ici, c'est ça, c'est ceci. Donc, du coup, on a contacté ensuite ces formateurs. Donc, ces formateurs, pourquoi? Parce que venir travailler en prison, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas sécurisant, parce que c'est un milieu où les gens ont beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Et donc, j'ai pas voulu travailler avec des personnes qui soient obligées de venir en prison. Donc, du coup, j'ai commencé à rencontrer l'intégralité des formateurs, ces formateurs, et du coup, on a organisé, s'ils étaient d'accord déjà pour venir, donc la plupart étaient dit oui, pourquoi pas. Certains ont émis des réserves et tout. Donc, à partir du moment où on avait le chef du CFPA, le responsable du CFPA qui était d'accord, on avait la quasi-totalité de ces formateurs qui étaient d'accord pour intervenir en prison. Je suis revenu vers ma direction et je leur ai dit que de ce côté-là du CFPA, on avait une ouverture. Donc après, à un moment donné, ils ont discuté de chef d'établissement avec le responsable du CFPA, parce qu'après, évidemment, il y a tout ce qui est des contraintes budgétaires. Il faut organiser tout ça, ça coûte de l'argent. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, on a ensuite organisé une visite de la détention avec les formateurs du CFPA. On a bien fait de le faire. Parce qu'on a une qui nous a fait une crise de claustrophobie. On a découvert en prison qu'elle était claustrophobe. Nous, on ne se moque pas parce que c'est courant, hein, quand on travaille dans la pénitentiaire, quand on fait les visites de jugés, souvent il y en a qui nous font des crises. Vous ne pouvez pas savoir, parce que c'est une crise de panique, hein, ça arrive comme ça du jour au lendemain. Ensuite, il y en a un qui n'était pas trop chaud parce que il avait des peurs. Il avait des peurs. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les plus courageux, c'était les femmes. En plus, il devait intervenir chez les hommes. Il faut savoir que chez nous, une formatrice femme peut intervenir chez les hommes, vice-versa. Hein. Donc, du coup, on les a appelés, on leur a fait certains se sont portés volontaires. Ça a été du volontariat, en fait. Donc, du coup, à partir de là, on a vu avec la direction comment on pouvait mettre en place ça, comment on pouvait budgétiser. La direction, entre-temps, avait pris, attache au pays de la métropole pour avoir un budget de départ. Donc après, on a organisé, et mon rôle ensuite, ça a été de la mise en place de ces activités, d'organiser tout ça, et ensuite de mettre en place, d'organiser surtout la partie, tout ce qui est entré à la CPU, la sélection des candidats. Ensuite, ça a été aussi tout ce qui est l'aspect sécuritaire.
mine de rien, il y a quand même un aspect sécuritaire dans tout ce qu'on fait chez nous, parce qu'on est responsable aussi de la sécurité des intervenants, mais nous sommes aussi responsables de la sécurité des détenus entre eux. Par rapport à tout ce qui est geste hétéro-agressif, c'est-à-dire d'un détenu sur un autre, des gestes agressifs, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi de quelqu'un qui nous fasse une tentative de suicide pendant. Donc à un moment donné, il y en a au niveau de la CPE, c'est là où c'est bien qu'on est en CPE, c'est une commission pluridisciplinaire unique, où il y a tous les partenaires, il y a l'éducation nationale, on a la santé, il y a nous, il y a le SPIP, il y a tout le monde. Donc on a plusieurs regards, les uns sur les autres, sur la même personne, qui fait que des fois, quelqu'un voit quelque chose que nous n'avons pas vu. Donc à ce moment-là, les candidatures sont portées. Et c'est comme ça qu'il y a eu un choix des candidats, avec d'autant plus qu'il y a eu certaines formations qui se faisaient à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, il fallait voir tous ceux qui sont en capacité d'avoir une peine aménagée, c'est-à-dire des détenus qui ont fait au moins une année définitivement et qui ont fait au moins un tiers de leur peine. Eux pouvaient bénéficier. Donc, en fait, le rôle de l'officier d'ATF, c'est de gérer un peu tout ça. Et ensuite, après, pour la mise en place pratique, l'organisation des horaires et tout, je supervise simplement mon adjoint en charge de ça. Donc, en termes d'activité formation, pour les femmes, on a mis en place tout ce qui est activité de figure. Là, on a eu mise en place de l'article 29 de la loi de 2009, où c'est une réunion annuelle qu'on fait avec les détenus. Bon, nous, c'est un peu plus souvent qu'une fois par an. Et on leur demande, grâce à eux, on a un retour de l'expérience par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et grâce à ça, on a pu voir qu'en fait, la plupart des activités qu'on a mis en place était très apprécié des détenus, parce que justement, ça parlait de besoins, et surtout, le détenu arrivait à se projeter. Ils nous disaient tous, quand je vais rentrer dans mon île, ou quand je vais rentrer à la presqu'île, ce que j'ai appris là, ça va me servir. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un détenu qui adhère à la formation parce qu'il voit l'utilité. Là, on est dans ce qu'on appelle la sûreté future. Nous, on a 3 types de sûreté. Bon, je vous donne un cours vite fait on a la sûreté immédiate. On a la sûreté immédiate, c'est la grille, la porte, et tout ce qui est fermé. C'est ça la sécurité immédiate. Après, on a la sûreté immédiate, c'est-à-dire c'est la sûreté, on va passer par l'aumônier. L'aumônier qui va aider le détenu à revenir, reprendre le chemin de l'église, du temple, ce que vous voulez. On a le SPIP qui va aider le détenu à aller rencontrer un peu sa famille, à reprendre contact avec sa famille, à avoir des parloirs. Et le détenu, avant de vouloir faire un passage à l'acte agressif ou auto-agressif, à ce moment-là, on va se dire, mais je risque de perdre tout ça. En fait, on donne des choses à perdre à des gens qui n'en ont plus. C'est ça la sécurité immédiate. Et ensuite, on a la sécurité future. Et là aussi, c'est ça, ce sont les formations, parce qu'un détenu qui suit une formation longue, il sait qu'à un moment donné, je ne vais pas me mettre à faire des bêtises. Pour le mot bêtise, c'est vraiment ça qu'ils disent, ici on le dit aussi. On ne va pas faire des bêtises parce que sinon je risque de perdre ma formation. Ce travail-là, je l'aime. Je sais que ça va être utile à moi, à ma famille. Donc là, nous, on intervient dans le service des ATF, on intervient dans ces 3 types de sûreté. Donc du coup, en fait, c'est ça mon rôle, mon officier, c'est de coordonner tous les acteurs, y compris avec des acteurs publics ou des acteurs privés, pour que tout ça, ça puisse travailler en bonne sous la forme d'une synergie. Désolé, je suis un peu là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est vraiment, on voit déjà toute votre implication et moi je tiens particulièrement à vous féliciter et à féliciter aussi tous les personnels de l'administration pénitentiaire parce que le quotidien de l'intérieur de la prison est pas toujours facile, même si on voit bien qu'en Polynésie il y a une ambiance particulière au sein de la détention qui peut-être dans certains moments vous faciliter les choses. Mais toute cette implication et toute cette énergie que vous déployez pour aider les personnes à... Alors j'ai beaucoup aimé votre expression donner des choses à perdre à des gens qui n'en ont plus. Je trouve que ça résume extrêmement bien l'objectif, ce vers quoi vous tendez. Alors moi j'avais une question. Le partenariat avec le CFPA, c'est un partenariat qui est par établissement ou commun pour les 2 établissements parce que l'atelier menuiserie à Tatoutou, c'est également le CFPA. Vous avez fait une seule convention? Non, c'est par établissement. Par établissement. En fait, on n'a pas un service territorial de l'emploi pénitentiaire. On n'a pas une personne qui est chargée de ça. Qui va changer peut-être. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui.
Merci. D'abord, je voudrais réagir à l'intervention de Monsieur Sanford. Bon. Et je voudrais vous dire à quel point je trouve juste ce que vous avez dit. Vous vous êtes excusé d'avoir parlé longtemps, vous n'avez pas parlé longtemps et vous avez parlé juste et percutant. Et j'ai envie de vous dire, vous avez évoqué que ce qui marche avec un être humain, c'est de partir de ses besoins. Et effectivement, qu'un être humain, il se motive s'il a quelque chose à perdre. Il n'a rien à perdre. Et s'il pense que de toute façon, d'une institution, il n'y a rien à gagner, il ne se motivera pas. Et ça, je crois que ça nous relie tous, êtres humains. On est tous comme ça. Et le rappeler comme ça, avec vos mots et cette justesse et ces niveaux de sûreté qui nous sont communs à tous. On n'aurait pas employé ces mots-là en métropole, mais en fait, c'est exactement ça. Et moi, vraiment, je voulais le souligner parce que je trouve que c'est très fort ce que vous avez dit. Et ça reprend finalement toutes les études de criminologie. C'est exactement ce qu'elles disent. C'est ça qui marche en termes de prévention de la récidive. Et je trouve très intéressant que ce soit enfin abordé parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici des études criminologiques. C'est l'ordinateur qui... Parce que c'est vrai que c'est ces études de criminologie qui fondent le travail des uns et des autres, et on n'en avait pas beaucoup parlé jusqu'ici, c'est pour ça que je tenais à souligner. Donc, ce n'était pas une question, et c'était dire d'ailleurs que le contrôle général va venir dans votre établissement, et il se trouve que le quartier de semi-liberté, c'est moi qui vais le regarder, donc j'aurai plaisir à venir vous revoir et discuter avec vous et voir comment ça marche. Ça, c'était cet aparté. Vous avez évoqué juste sur les parloirs, le fait qu'il y avait des parloirs ouverts. En métropole aussi, ça existe. Il y a des centres de détention qui sont plus ou moins ouverts. Par exemple, il y en a un qu'on connaît moins, c'est Bédenac, parce qu'il ne fait pas partie des ouverts comme Mozac ou Casabianda, mais à Bédenac, on peut avoir un parloir dans un jardin avec sa famille, tranquillement. Ils sont en train de rénover pour créer aussi des vrais box pour ceux qui en ont envie, mais espérons qu'ils préserveront le jardin, parce que ça, c'est vraiment une bonne chose, ceux qui ont besoin de circuler, de s'aérer et d'être donc de prendre l'air. Il fait beau à Bédenac, pas aussi chaud qu'ici, mais c'est tout à fait utilisable une bonne partie de l'année. Donc ça existe en métropole, il n'y a pas de raison de se censurer de toute façon sur un parloir, c'est pas nécessairement dans une boîte. Je voulais, moi, réagir et avoir peut-être vous poser une question, madame, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans les propos que vous avez tenus, ce sont des choses qu'on a déjà entendues, nous, pas mal ici en Polynésie, finalement, pour avoir rencontré des professionnels de justice qui nous disent oh, il y a de la fatalité ici. Ah, bah, dites donc, ici, qu'est-ce que ça cogne? Double peine, hein, par rapport à la métropole. Ici, quand je suis arrivée magistrat, j'ai vu, on multipliait les peines par 2. Sans commune mesure, visiblement, là non plus, avec la réalité de la délinquance. Des magistrats qui sont essentiellement, effectivement, de métropole, très peu locaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que voilà. Et vous notiez que la mission de Mireille Imbert-Carretta en 2012 en Nouvelle-Calédonie pointait ça avec sûrement un certain dynamisme connaissant Mireille Imbert-Carretta. Mais donc ça, c'était en 2012. Est-ce que vous avez observé le maintien de ce fonctionnement de la justice comme ça en Nouvelle-Calédonie qui cogne sans commune mesure? Comment ça se fait, ça? J'ai pas ces informations-là hein, de la part du TPI, du tribunal de mais je n'ai pas de statistiques à vous donner. Simplement par rapport à ce rapport de 2012, justement, pour moi, il n'y a rien qui a changé. Pointer des gens. Donc je le note sur la composition de la population pénale. Juste, je vous disais, la médiation pénale coutumière, rien n'a avancé depuis 2012. Ouais, et ben ça ne se fait plus depuis quelques années et c'est en fait on en reparle depuis quelques mois. Peut-être que en fait ce sont des liens qui sont noués aussi avec certaines tribus, etc. Et j'en ai entendu parler il y a quelques mois seulement, donc ça veut dire aussi que c'est un lien qui a été pour moi laissé à l'abandon. Un peu dommage. Parce que là on adhère à un mode de justice.
Mais c'est vrai que c'est ultra difficile de punir déjà les décisions de justice en open data, donc imaginez des pratiques qui se développent par ailleurs, plus ou moins formalisées et encore plus compliquées. Peut-être qu'il faudrait interroger le Sénat coutumier comme ça. En tout cas, c'est pas. Enfin, bon, on peut le faire, une démarche que je peux initier. Ce dispositif-là, on a assez peu d'informations pour les chercheurs. Pas très positif, mais. C'est bon pour moi? Oui. Non, juste pour rajouter sur le travail pénitentiaire, on a cette difficulté, je sais pas ce qui se passe. Oui, voilà. On a cette difficulté sur le territoire, c'est qu'il y a peu d'industries. Donc, on a du mal à aller chercher les entreprises privées pour travailler sur de l'emploi d'ateliers classiques qu'on pourrait retrouver en métropole. Par contre, il y a une politique pénitentiaire assez importante sur l'emploi au service général, puisque sur Nutania, pour 200 détenus, on a 69 postes disponibles au service général. Donc l'administration pénitentiaire, et on peut souligner ses forces, ne se cantonne pas à des organigrammes et des tableurs Excel comme en métropole, mais met l'argent là où il y a la possibilité d'emploi au sein de l'établissement. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été suivi. Alors, c'est vrai que s'il y avait des entreprises dans la salle, pourtant il y a des avantages certains pour les entreprises à proposer du travail à l'intérieur aux détenus. Et là, est-ce que c'est un problème de communication, un problème de compréhension de ce que ça peut impliquer? Et puis alors, si vous l'avez souligné, c'est la problématique de c'est mal vu. On ne veut surtout pas, parce que dehors, on a du mal à donner du travail aux gens, alors on ne va pas en donner à l'intérieur aux détenus. Là encore, on est sur ce fossé qui se creuse entre un monde intérieur et un monde extérieur et qui est un petit peu compliqué à gérer. Dans mon intervention, ça reste quand même un contrat public sui generis, avec des donneurs d'ordre, puisque c'est le terme qui est employé, avec une procédure qui est quand même extrêmement lourde, puisque désormais, après évidemment classement et acceptation, on va avoir des entretiens avec des causes de situation, et puis surtout la rémunération. Il me semble que la loi, peut-être sous le contrôle, mais il me semble que la loi va imposer en fait un rendement, entre guillemets. Peut-être que je m'exprime mal, mais c'est celle-ci. Et ça risque de peut-être coincer aux entreprises. Je me pose la question. Voilà, juridiquement, c'est très bien. Pour les deux terrains des droits fondamentaux, c'est parfait, a fortiori sur les droits sociaux. Mais je ne sais pas comment en fait ça va réagir dans le secteur public. Sur les droits sociaux en Polynésie, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Ça, c'est une autre problématique qui vient se rajouter au problème existant. Sur les droits sociaux, il y a une difficulté
océan Pacifique, puisque le calcul n'est pas le même. Donc là, l'Agence nationale du travail, enfin, du TIGE, est en train de revoir comment on va pouvoir avoir des contrats conformes au droit territorial. Il n'y a pas de chômage ici. Et dans le contrat type prévu par l'Agence nationale, il est prévu dans les clauses un droit à indemnisation chômage à la sortie. Donc ça, c'est la première difficulté. Pour rebondir sur la procédure, ce sont des procédures qui nous semblent, nous professionnels, complexes à mettre en œuvre sur les maisons d'arrêt, où il y a un turnover de détenus énorme. Et ça veut dire que 1 ou 2 agents devront se consacrer uniquement au suivi des contrats, aux entretiens de recrutement et autres. Alors, c'est très bien que l'administration objective le classement et fasse une procédure conforme à l'extérieur. Et en plus, moi, je dirais que ça prépare la personne détenue à des entretiens futurs, même si, on ne va pas se leurrer, on a quand même tendance, au niveau pénitentiaire, à connaître nos clients, surtout en maison d'arrêt, quand ils reviennent peut-être plus régulièrement qu'ailleurs. Néanmoins, la grosse difficulté, c'est qu'on a mis en place des procédures complexes sans forcément avoir notion de nombre de personnel qu'il faudrait pour avoir un suivi optimal de ces nouvelles procédures. Après, sur la réponse sur les entreprises qui pourraient ne pas venir, pour parler très simplement, donc il y a alors sur le calcul de la main-d'œuvre, pour vous expliquer très schématiquement, en gros, c'est un taux horaire. Et depuis des années, ce taux horaire est rapporté à un travail à la pièce. Moi, ça fait 15 ans que je suis directeur de 15 ans qu'on travaille comme ça avec les entreprises. Il y a un taux horaire, et pour que l'entreprise rentre dans ses fonds, on calcule le nombre de pièces que le détenu doit faire. Voilà, donc ça ne change pas la pratique. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a une revalorisation, puisque le travail, c'est 25 ou 40%. Sur les droits sociaux, qui sont aujourd'hui, qui vont être augmentés pour les entreprises, il semblerait qu'on s'oriente par un accord de principe de Bercy, ministère des Finances, pour une revalorisation des enveloppes allouées au travail pour compenser les droits sociaux que les entreprises perdent. Parce que là, on parle des droits, de l'officialisation, de contrats en détention, d'accord. Donc ça, c'est sur le temps de la détention, mais on l'a bien compris, les gens, ils rentrent en prison et ils ressortent parce que leur vie ne s'arrête pas à la porte de la prison et à la condamnation prononcée, évidemment. Et donc, on a compris qu'ici, il y a aussi beaucoup de gens qui ont un travail qui n'est pas forcément déclaré ou pas forcément officiel. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris ça. Vous pouvez expliquer? Ouais, on peut appeler ça un travail au noir. Dans le nord de la France, enfin, le nord de métropole, on appelle ça les brocantes. On n'aime pas dire travail au noir parce que c'est pas officiel et puis ça pourrait être pénalisé. Alors on dit on fait des brocantes. Donc on se débrouille comme ça dans la vie pour arriver à survivre. Et j'ai cru comprendre qu'ici beaucoup de gens finalement avaient ce genre de petits boulots. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces petits boulots et ces compétences-là? Parce qu'en fait, un petit boulot, c'est une compétence. Il y a des gens qui bossent depuis des années, même si c'est pas officiel. Donc, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces compétences-là en prison pour continuer à les développer? Est-ce que ça peut être le support d'un aménagement de peine ou pas? Comment on travaille sur cette particularité où on a des gens qui ont pas forcément un contrat de travail officiel qui les attend à l'extérieur? Comment c'est reconnu cette compétence? Alors, souvent, nous, par délégation, on fait les entretiens arrivants. C'est-à-dire quand un détenu arrive en prison, c'est nous qui l'accueillons. C'est l'officier d'astreinte qui accueille le week-end, ou sinon, en semaine, chacun des officiers de secteur accueille le détenu et on fait l'entretien arrivant. À l'intérieur de cet entretien, on a plein de questions au niveau de ses contraintes familiales, de son environnement familial, et surtout de son niveau scolaire, de son parcours scolaire, et surtout de son parcours professionnel, de son histoire. Et à partir de là, en fait, là, tout ce qui est fait dans la réforme, nous, Montagna, on fait déjà pas mal de choses. Sauf que les entretiens, comme disait le patron, chez nous, comme disait le patron, en fait, là, c'est une seule personne qui va devoir le faire. Sauf que chez nous, actuellement, c'est dilué, parce que c'est l'officier d'accueil qui fait la détection. Et ensuite, après, on appelle l'officier ATF, il m'appelle, il me dit, ah, moi, j'ai un gars là, j'ai un maçon qui vient d'arriver. Après qu'il a été déclaré ou pas, on s'en fiche. De toute façon, à un moment donné, on le met toujours en période d'essai, on voit sa valeur. Après, là, actuellement, on va mettre aussi en place, là, on a commencé les démarches avec l'éducation nationale et le CFPA. Ça va être la qualification, et par contre, là, ça va vraiment poser problème du fait qu'on est maison d'arrêt.
là, on a mis en place des formations qualifiantes et tout, c'est-à-dire qu'ils ont une attestation de formation qu'ils pourront valoriser à la sortie, qui est délivrée par le CFPA, mais on va essayer de mettre en place le CAP. Ça, par contre, c'est un projet sur plusieurs années. On a déjà initié ça depuis 1 an. Donc ça, la partie, voilà comment ça va se passer. Nous, on sera l'employeur, en gros, puisque ces diplômes seront destinés dans le projet à des personnes détenues qui sont auxiliaires. Donc, ensuite, la formation en enseignement général, la partie du CAP, ça va être dispensé par l'éducation nationale, avec lequel on a déjà fait plusieurs réunions et qui sont d'accord, et la partie formation professionnelle va être faite en place par le CFPA. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, toutes les formations qualifiantes qu'on avait mis en place avec le CFPA cette année, pour objectif à long terme, c'est-à-dire sur un planning de 2, 3, 5 ans, ça va être de mettre en place définitivement l'emploi du CAP. Il est une formation, cette fois-ci, diplômante et non plus qualifiante. C'est-à-dire qu'il sort avec un diplôme d'État. Donc, d'après les premières réunions qu'on aurait eues, ce seraient des diplômes qui ne devraient pas de l'éducation nationale, parce que malheureusement, il y a une réforme du CAP qui est tombée cette année, mais ce sera des diplômes qui tomberaient sous le ministère du Travail, mais de même niveau que le CAP. Donc, ils sont liés avec le CAP. Et pour continuer sur les formations qualifiantes du CFPA, en fait, les détenus qui suivent des formations chez nous, à la sortie, sont prioritaires pour l'accès aux formations que donne le CFPA, qui, elles, sont des formations diplômantes. Donc, en fait, ils font aussi de la prospection avec nous. Et ça leur permet d'avoir aussi... C'est vraiment cette continuité vers l'extérieur. Et la chance qu'on a eue, c'est que vraiment, moi, je parle en connaissance de cause, parce que avec les anciennes directions, j'avais déjà proposé d'autres projets. Et grâce à ce nouveau patron qu'on a eu, on a vraiment cette volonté de vouloir mettre en place ces formations et de remettre en place au niveau. Et on a vraiment la quasi-totalité de nos postes. Par exemple, on a l'activité maraîchère actuellement chez nous. On essaie de viser la souveraineté légumière, et qu'on va essayer de produire l'intégralité des légumes. Ce sont des auxiliaires actuellement de droit public de fonds. Mais on a mis en place l'agriculture, la formation agriculture. Ce n'est pas anodin, parce que justement, c'est des premiers tests qu'on fait avec des petites formations. L'objectif étant d'aller sur le CAP. Sauf qu'on est en maison d'arrêt, peine de moins de 6 mois, comme on met le CAP. Donc, en fait, il va falloir bien sélectionner les formations qui peuvent aller et qui peuvent convenir aux peines des détenus. C'est pour ça que la plupart des formations longues, ce sera plutôt destiné chez les femmes, parce que nous, on a un centre pénitentiaire de femmes, on a une maison d'arrêt de femmes, mais aussi on a un centre de détention. Les femmes de plus de 10 sont détenues en Outania. Donc sur elles, on peut vraiment aller sur des formations sur plusieurs années. C'est ce qui a été mis en place et c'est ce qui commence à se mettre en place chez nous. Par contre, pour les hommes sont un peu plus délicats. C'est pour ça qu'en fait, il va falloir qu'on fasse, avec surtout l'éducation au niveau de tout, avec la direction, ça va prendre un peu plus de temps peut-être chez les hommes. Parce que mettre en place des formations, la plupart des formations nécessitent de sortir de cellules. C'est ça le problème. Soit sur des formations techniques avec un CAP carreleur et tout, oui, on peut le faire en ce qu'on appelle les STI, services techniques extérieurs, parce que les détenus ne sortent pas. Donc on peut aller sur un prévenu criminel qui va attendre 2 ans avant de se faire juger, il a le temps de passer son CAP, sauf surprise où il serait libéré entre temps. Mais généralement, et c'est là aussi qu'il faudra impliquer les autorités judiciaires. Ça, bien heureusement, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du patron, de coordonner tout ça. Donc, en fait, c'est ça la difficulté de la mise en place de ce genre de formation. Et il y a sans compter les problèmes bâtimentaires. Comme on a dit, Outania, c'est une pays, on n'a pas forcément de lieu adapté à ça. Donc, on est à ce niveau-là, encore une fois. En plus, il y a normalement un projet qui arrive ici de Outania. Donc, on ne sait pas. Là, on a une vision à court terme, hein, sur 1 ou 2 ans. Si on peut mettre le CA, tant mieux. Et sinon, c'est un peu tout ça les problématiques chez nous. Vous le savez. Oui, 2 observations que je voudrais me permettre en rebondissant sur le premier enthousiasme de Cécile Dangle. J'ai été frappé par l'excellente correspondance entre la matinée et la journée d'hier, et particulièrement éclairé par les 2 tables rondes. 2 choses. Moi, on parle de la dignité des détenus, mais ce matin, il a quand même été permis d'observer l'immense qualité professionnelle du personnel pénitentiaire qui travaille dans ces établissements. On a des pharmaciens, on a des prospecteurs, on a des entrepreneurs, on a des juristes, on a des humanistes, et tout ça dans une même tête avec simplement 2 bras. Et merci
encore une fois, Emmanuel Gimp, d'avoir permis de donner la parole au personnel pénitentiaire, parce que la prestation de M. Sandford, la prestation de Vincent Vernet, ou celle de Damien Pellen force l'admiration. Nous nous plaignons, nous, universitaires ou pseudo-universitaires, d'avoir une difficulté à traiter un sujet, mais chaque jour, c'est un quotidien d'invention, de réaction particulier, enfin, phénoménal. Et donc, moi, je veux le dire. Admiration, chapeau, chapeau bas. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, j'ai été frappé précisément dans le discours des deux chefs d'établissement par un terme qui jusqu'alors n'avait pas encore été beaucoup prononcé et qui rejoint la question du caractère valise du mot dignité. Tous les intervenants de ce matin ont parlé de donner du sens. Donner du sens, un sens en fonction d'une situation, que ce soit la réacquisition de compétences, l'empowerment, la contenance de la violence en Guyane, l'attente de la stabilisation d'une situation politique dans l'espoir ensuite de développer un système pénitentiaire mieux adapté aux réalités locales en Nouvelle-Calédonie, le fait de faire sortir des personnes de leur addiction pour pouvoir leur donner un nouveau chemin, ou le fait de créer des formations. Finalement, peut-être que donner du sens, c'est contribuer à la dignité des personnes. Je suis entièrement d'accord. Sur ces bonnes paroles, je vous propose une pause déjeuner.